Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Gym Tonic, surclassé dans le derby à Monaco. Les Aiglons chutent du podium et voilà la concurrence se resserrer avec 6 équipes en 5 points. Nous allons évoquer tout cela, bien entendu, en compagnie de nos experts de la rédaction des sports de Nice Matin, William Ambercé. Salut Will. Salut Mika, bonjour à tous. Le retour d'un grand homme qui a mal au dos, mais qui est présent, François Paturle. Salut François. Salut Mika. Et Romain Laronge, qui a changé de côté cette semaine. Salut Romain. Salut Mika. Notre invité était au stade Louis II samedi. Il devient un habitué de ce plateau. Alexis Bosetti est dans Gymto. Salut Alexis. Salut, bonjour à tous. Comment s'est passé ton derby? Plutôt bien, ouais, pas mal. Ouais, pas trop mal. Scooter, on a perdu, on Ouais. a perdu, mais bon. J'ai passé une bonne journée. T'as passé une bonne journée. Ouais, c'est T'avais un beau casque rouge et noir, on a vu. Il est beau celui-là. Allez, au sommaire de ce 118e numéro, retour donc sur la défaite de Buzyn en principauté avec dans le focus un Baptiste Santamaria pas aidé au milieu de terrain. Adieu le podium, ce sera la question de notre pour-contre et nous nous intéresserons aussi à ce match contre Nantes demain soir à 20h45 du côté de l'Alliance Riviera. Et puis dans le Souviens-toi, eh bien François reviendra sur un Nice-Nantes d'octobre 2016 où les Aiglons s'étaient imposés 4-1 et Alexis évidemment faisait partie de l'effectif de l'OGC Nice à ce moment-là. Mais pour démarrer ce Gym Tonic, on va bien sûr évoquer cette défaite dans le derby avec des Aiglons, Will, qui ont existé qu'une petite vingtaine de minutes dans ce match avant d'être complètement dominés par les Monégasques. Ouais, 20 minutes en première période, après avoir longtemps subi, avoir perdu énormément de ballons, avoir concédé pas mal d'occasions. Heureusement que Marcin Bulka a retrouvé un peu son niveau avec ce penalty, plusieurs parades. Puis c'était le bon scénario au final, avoir su tenir 25 minutes difficiles pour enfin sortir et marquer. On se disait en plus le scénario, penalty arrêté, but de Boga, on s'est dit remember la saison dernière. Et au fait non, parce que à la deuxième mi-temps il n'y a pas eu photo. Monaco a encore accéléré, Akliouche est sorti de sa boîte. Et quand tu as un joueur de ce niveau-là qui n'existe pas dans l'effectif niçois, ça fait forcément la différence. Là où j'ai été le plus déçu, c'est offensivement. Parce qu'on a vraiment été timoré en deuxième période. Con n'a aucun arrêt à faire, il n'y a aucune frappe. Guessant en dessous, dans l'animation c'était en dessous aussi. Seule bonne nouvelle offensive, l'entrée de Terem, même si c'est juste 20 minutes, il a été plutôt remuant et puis c'est une bonne chose pour la suite. Donc pas photo, je pense pas que ce soit sur ce match-là qu'il y aura des regrets si jamais à la fin t'es pas dans le top 4. Alors on va regarder les stats de cette rencontre entre l'AS Monaco et l'OGC Nice et ça se confirme évidemment par une domination sans partage quasiment de cette équipe de l'AS Monaco avec 42 ballons touchés dans la surface adverse par exemple pour seulement 14 ballons seulement touchés par les Niçois. Il y a évidemment aussi ce poteau de Takumi Minamino juste après le penalty arrêté par Marcin Bulka, l'expulsion en fin de match donc de Dante. Alexis, est-ce que cette équipe de l'AS Monaco était vraiment trop forte pour l'OGC Nice? Ouais, franchement, il n'y avait pas photo. Il n'y avait pas photo sur le match. Même sur la saison, ils ont quand même une très très belle équipe, Monaco. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs de Nice qui puissent jouer dans cette équipe. Donc voilà, on a été surclassés, mais malgré tout, tu rentres à la mi-temps 1-0, tu peux peut-être faire un braquage, les prendre sur un contre et tout. Mais ouais, comme a dit Will, en deuxième mi-temps, j'étais assez déçu à 2-1. Qu'on n'ait pas une occasion dans le dernier quart d'heure, 20 dernières minutes, même pas emballer le match un peu de folie sur la fin, c'est là où j'ai un peu plus de regrets sur ce match, mais non, il n'y avait pas photo, mais voilà, à 2-1, t'es toujours à portée de fusil d'une erreur défensive de Monaco, mais je pense que voilà, ils sont pas allés la chercher non plus, donc score logique, défaite logique pour l'OGC Nice. Romain, est-ce que cette équipe de l'OGC Nice et les joueurs en particulier ont mis tous les ingrédients pour gagner ce derby? C'est-à-dire, c'est pas un match comme un autre, le derby à Monaco. Est-ce que tu as senti cette équipe pleinement mobilisée par cette rencontre? En tout cas, le score est logique. Monaco mérite sa victoire. Après, est-ce que c'est Monaco qui a vraiment super bien joué et Nice qui n'a pas réussi à trouver les ingrédients, ou c'est Nice qui est passé à travers? J'aurais tendance à penser que c'est Monaco qui a sorti un vrai gros match. Et forcément, quand tu as un adversaire qui est au-dessus, c'est difficile de s'en sortir. Mais bon, pas répéter la même chose. Le scénario avait bien tourné pour le gym. 1-0,
ça peut laisser un peu des regrets quand même, cette deuxième mi-temps. En tout cas, oui, dans le contenu, clairement, ça a manqué de beaucoup de choses. Et puis François, avant cette rencontre, il y a eu cette défaite surprise de l'Olympique de Marseille face à Reims. Donc il y avait une opportunité, au-delà de garder la position sur le podium, de passer à la deuxième place. Et encore une fois, l'OGC Nice n'a pas pu atteindre cette petite marche. Oui, comme tu dis, ils ont pas pu. Ils ont été battus par plus fort, avec une équipe de Monaco qui, je pense, a trouvé la clé, le joueur qui lui manquait en début de saison, c'est-à-dire cet avant-centre danois, Mika Bierret, qui à mon avis fait la différence. Monaco, ça a toujours été une bonne équipe, on l'a senti depuis le début de saison, une équipe qui était soudée autour de son coach, qui a des talents comme Akiouche, tout ça, qui joue bien, mais il leur manquait vraiment un gars pour les mettre au fond, pour les occasions. Et maintenant qu'ils l'ont, on sent que c'est une équipe qui est libérée, quoi. Monaco plus fort que l'OGC Nice. Et est-ce que Francaise, au final, a été surpris par peut-être le manque de réaction de son équipe, la faiblesse parfois en seconde période de ses joueurs, réaction à froid de l'entraîneur de l'OGC Nice? C'était tout à l'heure en conférence de presse devant la caméra de Philippe Bertini. Je pensais justement qu'à la mi-temps, avec ce but marqué, et que cette période qui était pas si mal, quand je la revois, ces 20 minutes, ils sont pas si mal. Elles sont pas exceptionnelles, mais elles sont pas si mal. Et je me dis que si on est capable de reproduire ça en deuxième période, en sortant, en leur faisant mal, parce qu'il y a quand même il y a la place, comme toute équipe, mais sauf qu'on l'a quasiment jamais réalisé. Donc oui, j'étais surpris pas de la qualité de Monaco, ni sa pression. Ça, on le savait avant, il y a pas de... On n'a rien découvert là-dessus. Mais nous, notre incapacité à leur mettre aussi la pression plus haute et notre incapacité à mieux sortir les ballons, oui, ça m'a surpris. Après, il y a aussi des joueurs qui sont peut-être moins en forme. Et voilà, il y a des joueurs moins en forme. Et collectivement, de toute façon, on n'a pas été... je dirais que l'axe défensif a à peu près été quand même cohérent. Et, même si Paris s'est fait expulser à la fin, mais on a quand même eu beaucoup de mal à exister, à sortir sous la pression, avec nos milieux qui ont eu du mal à sortir sous la pression, avec nos pistons qui ont aussi à ce moment-là manqué de justesse quand on avait des situations favorables. Voilà. Il nous manquait trop de choses pour rivaliser. Voilà, Francaise. Will, il pense à qui, Francaise, quand il se dit il y a des joueurs qui sont hors de forme? Un peu moins en forme, il dit. Un peu moins en forme, ouais. Je pense qu'il y a un paramètre, c'est le retour de trêve international. Donc moi j'ai vu un Evan Guessant qui paraissait émoussé, j'ai vu un Ali Abdi incapable de répéter plusieurs courses, Hicham Boudaoui qui n'était pas dans le 11. Et ça, on en vient sur le thème d'après, c'était aussi le gros point noir au milieu de terrain. On a vu le Santa Maria Rosario, c'était pim et pam, ils n'arrivaient pas à sortir les ballons. Donc, ouais, il y a un peu de tout ça dans les joueurs émoussés, je pense. C'était surtout offensivement. Avec ce choix, quand même, Alexis, de titulariser un peu de façon surprenante, alors pas Jérémy Boga, parce qu'on avait compris qu'il serait titulaire, mais de le faire jouer peut-être en pointe à ce moment-là, un petit peu à la faux neuf, à la Ousmane Dembélé. Bon, ça a marché, puisqu'il a marqué, Jérémy Boga, mais c'est vrai qu'offensivement, on n'a pas trouvé beaucoup d'automatisme dans cette équipe niçoise. Il a manqué, le point d'appui qui est d'habitude Laborde. Il est un peu moins bien en ce moment. Le coach a voulu changer 2-3 trucs offensivement. Ça aurait pu marcher, sauf que je trouve que comme c'est pas un vrai numéro 9, il a du mal un peu à se placer, il aime bien avoir le ballon sur le côté, donc il dézone beaucoup. Si le 9 dézone, devant t'es un peu démuni. Donc offensivement ça a été compliqué. Maintenant c'est des automatismes à récupérer. On verra vendredi si c'est la même attaque qui est alignée. Mais voilà, après ça peut arriver une fois de passer à travers un match. Comme a dit Will, les trêves internationales, Evan est rentré de Côte d'Ivoire, Abdi est rentré de Tunisie. C'est des voyages, on est en fin mars, début avril, la saison elle a été longue, il y a eu beaucoup de matchs. Il y a eu la Coupe d'Europe, donc il faut pas lâcher maintenant, parce qu'il reste le sprint final, et voilà, on est passé à travers à Monaco, et
il y a une belle revanche à prendre contre Nantes. Le problème, Romain, aussi, c'est les entrants, parce que ça fait 3 matchs quand même que les sorties de banc, que ce soit Sofiane Diop, Gaëtan Laborde sur les 2 derniers matchs aussi. Alors, Terem Moffi revenait de blessure, évidemment, mais Tom Mouchier aussi a fait une rentrée catastrophique sur ce match-là. Les entrants n'apportent plus alors que le groupe est quasiment au complet. En tout cas, oui, sur ce match-là, il n'y a eu aucun apport du banc. William disait peut-être Moffi, au moins sur l'aspect psychologique, après une longue absence comme ça, mais c'est vrai que ça n'a rien changé à la physionomie, mais Nice était bouffé à ce moment-là, donc c'est pas évident dans ce cas de figure, quand tu as un offensif, de te montrer alors que tu n'as pas le ballon. Mais clairement, ouais, ça manque d'apport du banc. Ouais. C'est bizarre parce que c'est vrai que le groupe de Francaise est très étoffé maintenant. Et il a dit, Francaise, il y a peut-être des joueurs un peu déçus d'être sur le banc qui font peut-être pas assez ou pas bien en tous les cas. Alexis le dira encore mieux que moi, il a joué à un vrai haut niveau. Mais quand tu joues au foot, tu le sais, quand il y a beaucoup de concurrence, il y a certains joueurs, mentalement, ils coulent. Ils aiment pas ça, être en concurrence, ils aiment pas se faire mal pour montrer qu'ils sont meilleurs que l'autre, qu'ils méritent plus la place que l'autre. Donc quand ils se retrouvent sur le banc, il y en a qui boudent, et il y en a que 10 minutes de jeu, ça leur suffit pas, donc ils en mettent pas assez. C'est un peu ce qui va manquer dans cette dernière ligne droite, si les joueurs se remettent pas un peu d'aplomb là-dedans. C'est-à-dire que on le disait avec Moffi dernière fois, il suffirait que Moffi en mette 2 en 7 matchs, ça pourrait être 2 buts qui changent tout. Et c'est pareil pour tout le monde. Il suffirait que un Laborde revienne dans un 10 dernières minutes et qu'il marque un but pour que ça fasse une bascule. Donc il faut tous qu'ils remettent un peu d'énergie dans leurs entrées, parce que il y aura besoin de tout le monde. Et même s'il y en a qui ont perdu leur place, ils peuvent avoir un rôle à jouer dans cette dernière ligne droite. Et c'est mental. Je pense que c'est vraiment un gros aspect mental. Même Moukoko. Non, Moukoko, il est fini, le pauvre. Il est fini, le pauvre. S'enlever un petit peu de pression aussi, c'est ce que demande Francaise à ses joueurs, parce qu'ils sentent qu'il y a cette Ligue des Champions à aller chercher. Et dans la dernière marche, souvent l'OGC Nice a un petit peu plus de mal à concrétiser. On va passer au focus de ce Gym Tonic. Difficile de ressortir un joueur dans cette rencontre, puisqu'il y en a la plupart d'entre eux, peut-être mis à part Youssouf Ndeye Chimier et Marcin Bulka, ont été au niveau. Les autres, ça a été beaucoup plus compliqué. On a choisi de se focaliser sur Baptiste Santamaria, parce que c'est peut-être le plus mauvais match depuis son arrivée à l'OGC Nice. Et puis, surtout, Alexis, il n'avait pas Hicham Boudaoui à ses côtés, il avait Pablo Rosario, et c'est peut-être plus compliqué de joueurs qui ont à peu près le même rôle sur le terrain, de s'exprimer de cette façon. Ouais, Santi, il a fait une grosse deuxième partie de saison, donc depuis qu'il est là, il fait des gros matchs. Il est passé à travers, il a joué avec Rosario, avec qui je pense qu'il a pas l'habitude de jouer, avec qui ils sont pas du tout complémentaires dans le jeu. Il a essayé, il fait la faute sur le penalty, ça l'a mis peut-être aussi en dedans sur tout le match. Donc voilà, ça arrive. Après, vu ce qu'il fait depuis le début de saison, on va être indulgent. Et comme j'ai joué avec lui à Tours aussi, je vais être... Pas te fâcher avec lui, évidemment. Mais c'est vrai que, et on va entendre le coach tout à l'heure, mais c'est pas le même milieu de terrain quand Boudaoui est là et quand il n'est pas là. Ah non, clairement, j'en parlais déjà la semaine dernière. Je sais que pas tout le monde est fan de ce joueur, mais moi je le suis. Et même si je comprends après maintenant avec les explications pourquoi le coach n'a pas souhaité le faire jouer dès le départ. Et quand j'ai vu la compo, j'ai compris quand même que le l'OGC Nice allait avoir du mal, parce que l'AS Monaco en face, ils avaient justement Lamine Camara, charbonneur, et Denis Zakaria, organisateur. Et à l'OGC Nice, on avait 2 charbonneurs. Santamaria, Rosario, et le lien, ce besoin de relance, de première relance, de lien entre le milieu et l'attaque, il n'y était pas. Donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvé aussi avec beaucoup d'offensifs isolés, qui avaient très peu de ballons qui arrivaient. En projection, c'était quasi nul. Et il y a une action, moi, et c'est pour ça que je peux pas, comme le dit Alexis, pour son début de saison, et puis en plus un mec qui avait joué 15 minutes sur la phase aller, qui enchaîne les matchs, au bout d'un moment c'est logique qu'il ait un creux, premièrement, et deuxièmement quand tu as Pablo Rosario à côté de lui qui est incapable, je me souviens d'une occasion à 25 minutes de la fin, il y a toujours un partout, il a un super ballon à donner à Guessant,
dans la surface, il lui donne une saucisse. Et sur le contre, en plus, il descend, mais presque devant Marcin Bulka. Et à force d'être aussi bas, c'est l'occasion où Dante fait la faute sur Embolo qui aurait pu susciter un deuxième penalty. Donc il avait tout faux sur 30 secondes de jeu. Donc là, je suis Santa Maria. Si déjà que je suis pas très bien, si à côté l'autre il fait ça en plus, comment on fait à sortir la tête de l'eau? Donc c'est ça qui a plombé pas mal la prestation de l'OGC Nice. On a posé la question à Francaise, est-ce qu'au milieu de terrain, eh bien, en l'absence de Boudaoui, c'est plus compliqué pour celui qui joue à ses côtés? Écoutez la réponse du coach niçois. Tous les milieux de terrain sont meilleurs quand il y a Hicham à côté d'eux. Ouais, après Hicham, je voulais pas prendre le risque à cette journée de la fin. Non, mais j'y ai réfléchi, hein, mais vu dans quel état il était rentré, voilà. S'il restait 2 journées, il aurait joué, ça c'est sûr. À 8 journées de la fin, connaissant que Hicham peut avoir, quand il enchaîne les matchs, certaines fragilités, j'ai pris cette décision. Et en plus, Baptiste et Pablo ont fait étaient bien l'entraînement. Après, c'est 2 joueurs qui sont dans un registre plus similaire. Et forcément que, quand je parlais de sortir sous pression, quand on a Hicham, c'est plus facile pour l'un ou l'autre de s'exprimer, d'avoir un poste pas plus clair, mais les postes sont un peu mieux définis. Voilà donc Francaise sur cet avis sur ce milieu de terrain. Après, François, on le connaît, Baptiste Santamaria, depuis qu'il est arrivé de Rennes et encore à Rennes, c'est pas un joueur qui a tendance à plonger, donc il va relever vite la tête et peut-être dès vendredi soir face à Nantes. Oui, je pense, c'est un joueur de caractère. Et je pense qu'il va relever la tête rapidement. Contre Nantes, c'est presque un derby pour lui, l'ancien Rennais. et puis bon, Rosario n'a pas été non plus extraordinaire à ses côtés. Donc bon. Non, je pense que ça va le faire. D'ailleurs, à la différence de Rosario, Santa Maria, il donne un bon ballon à Guessant en première période. La différence, elle se fait peut-être là aussi. Donc, on va parler maintenant de cette course pour le podium à travers le pour-contre. On y va. Pour fixer les débats, on va d'abord évidemment regarder le classement de cette Ligue 1 à 7 journées de la fin. Et comme je le disais en préambule, 6 équipes se tiennent dorénavant en 5 points. Cela va de Monaco qui a légèrement retardé le titre de champion de France du Paris Saint-Germain en s'imposant 21 points d'écart. Mais Monaco, regardez, entre Monaco et Lyon, il y a simplement 5 points d'écart. C'est vraiment ridicule. 6 équipes donc se tiennent en 5 points avec Monaco, Marseille, Nice qui tombe maintenant à la 4e place à égalité avec Lille, Strasbourg et Lyon qui sont également dans la course. Brest un petit peu plus décroché avec la qualification du Paris Saint-Germain pour la finale de Coupe de France face à Reims, même si c'est pas encore gagné. La 7e place risque d'être européenne cette saison. Donc ces 7 équipes-là pour l'instant sont dans le bon train, mais finiront-ils sur le podium, 4e, 5e, 6e, on ne sait pas encore. Et avec cette défaite, est-ce que Nice a dit un petit peu adieu au podium? C'est le pour-contre. On repart avec toi, Romain. Donc, une petite précision, la 7e place européenne, Lens a duré 2 matchs, leur Coupe d'Europe cette année. C'est vrai, t'as un tour préliminaire. Ouais. Moi, j'y crois plus au podium pour plusieurs raisons. La dynamique du moment. Le gym reste sur un point en 3 matchs et a perdu 2 fois contre des adversaires directs, contre Lyon et Monaco. Pendant ce temps-là, Strasbourg sont en pleine bourre, ils sont sur 4 victoires consécutives. Monaco a pris 10 points sur 12. Premier point. Deuxième point, la nervosité. 2 cartons rouges sur les 2 derniers matchs, Bard et Dante. Ça fait quand même beaucoup. Puis il y a des suspensions, des joueurs importants. Troisième point, un calendrier qui n'est pas évident. Il y a 7 matchs, 3 déplacements très compliqués. Strasbourg, Paris et Rennes. Donc à mon avis, pas beaucoup de points dans les déplacements, même si à domicile c'est plus abordable. Et 4e point, c'est la moyenne prix par match, 1,11 points contre les adversaires directs entre la 2e et la 7e place. C'est le pire bilan comptable de ces équipes qui jouent l'Europe. Donc ça fait quand même 4 arguments qui montrent que c'est pas un bon signe pour le gym. Des arguments négatifs donc pour toi, Romain. Will, je te laisse la parole. Il a été très bon. Il n'y a qu'un argument que je suis pas certain, c'est le dernier, parce que l'AS Monaco, c'est la première fois, par exemple, qu'ils battaient une équipe du top 5. Ils avaient toujours perdu les confrontations directes. Donc,
Je suis pas si Nice, justement à l'inverse, Nice a perdu pour les premières fois contre Lyon et Monaco les confrontations directes. Ils avaient toujours fait des nuls ou accrochés, ils avaient perdu à Lille aussi, mais ils avaient été plutôt bons dans les confrontations directes. Donc tout ce que dit Romain, après, c'est clairement juste, bien évidemment. En revanche, c'est quand je regarde aussi les autres dans la course, pour moi Monaco ça y est, c'est deuxième, ça sera la meilleure équipe. Après, la troisième place... Pour moi, c'est Lille. Comment ? Pour moi, c'est Lille. On te donnera la parole, Alexis. Ça peut être Lille parce qu'ils ont des arguments d'effectifs, ils ont des arguments d'un coach qui sait ce que c'est aller chercher une troisième place, il a toujours fait avec Lyon. Il y a l'OM qui est vraiment dans une dynamique descendante. Il y a Strasbourg qui a, pour moi justement, pourquoi je vais être pour ? Parce que Nice doit s'inspirer quelque part de Strasbourg et de Brest l'année dernière. Je veux dire, on est Nice, on veut toujours jouer l'Europe, mais à un moment donné, être Nice et vouloir viser la Ligue des Champions, c'est un rêve. Faut être conscient. Et donc pourquoi on ne joue pas à fond ce rêve en fait ? Pourquoi les joueurs ne lâchent pas les chevaux ? Et allez, la série est peut-être difficile, mais on y est là dans la dernière ligne droite. Et on y est dans le classement. Donc faut aller jouer au bout et va savoir ce qui se passe. Alors Paris pour moi c'est le seul match où c'est 0 points assuré, parce que pour moi Paris ne perdra pas une seule fois. Mais après le reste tout est jouable. Donc adieu le podium, ça serait abandonné mentalement pour moi, sans regarder le classement, sans regarder les matchs à jouer. C'est juste se dire allons-y, à jouer la carte au bout et pourquoi pas faire comme Brest l'année dernière et être la belle surprise à la fin de saison. Lâcher les chevaux, c'est le message de Will pour cette course au podium. Tu le sens moins bien, toi, Alexis, du coup. Moi, je suis assez aussi confiant, mais comme il a dit Will, j'ai envie d'y croire parce que on est quatrième. Tu joues 4 fois à domicile. Nantes, Reims, Brest. Et tu finis avec... Tu finis contre Brest à domicile. Non, il y a Angers aussi. Et Angers. Ouais. Donc là, 4 matchs comme ça à domicile. Si tu prends pas 12 points là, tu pourras pas jouer la Ligue des Champions. C'est impossible. Si tu prends pas 12 points là, c'est impossible. Comme il a dit, le match à Paris, ça va être très compliqué. À Rennes, je suis pas sûr qu'on puisse pas prendre des points. Et à Strasbourg, il va falloir faire un gros match. Mais franchement... Quand je vois le calendrier, je me dis putain, on va avoir des regrets de jouer ces matchs à domicile. Tu finis à domicile contre Brest. À domicile, t'es quand même pas mal depuis le début de la saison. T'as perdu qu'une fois. Voilà, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est ce qu'a dit Romain, c'est la dynamique et les équipes en face que je trouve meilleures que nous. Lille, je les trouve meilleures. Lyon, ils ont une puissance offensive aussi qui est très 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 forte. Donc voilà, Strasbourg, ils ont un groupe assez jeune qui a l'air de vivre le truc à fond. Donc voilà, je pense que le pire adversaire de Nice cette année, ça va être eux, hein, parce que à domicile, il y a beaucoup de points à prendre. Donc voilà, dès vendredi, si vendredi tu gagnes avant tout le monde, tu peux envoyer un message. Donc ça serait bien d'emmener tout le monde. François, la synthèse de ce que tu as entendu, là, qui t'a le plus convaincu dans ses arguments ? Adieu le podium ou... Non, j'ai bien aimé l'argument d'Alexis sur ce Nice-Nantes avant tout le monde. Là. C'est comme une finale un peu qui peut relancer mentalement complètement l'OGC Nice. Bon, quand tu as 2 points de retard sur le 3e, qu'il reste 7 journées, j'ai du mal à dire que c'est fini, quoi. Je pense que non, ils vont montrer justement dans ce match s'ils ont le caractère, les tripes et l'envie d'aller chercher cette 3e place. Ça serait très révélateur. Et bien justement, on va en parler de cette rencontre face à Nantes, donc ce vendredi soir du côté de l'Alliance Riviera à 20h45 avec les rencontres de cette journée de Ligue 1, en tous les cas pour les adversaires de cette équipe de l'OGC Nice. Brest, Monaco, donc Monaco qui se déplace à Brest, ça sera pas facile pour les hommes d'Adi Hutter. Lyon-Lille, donc ça va perdre des points en route pour ces deux équipes-là également dans cette course au podium. Reims reçoit Strasbourg après sa qualification pour la finale de la Coupe de France face à l'AS Cannes mercredi soir. Donc Reims qui aura peut-être laissé un petit peu de physique en route, parce qu'ils ont fait physiquement un match, un gros match, les Rémois, sans être très bons dans le jeu, on va dire ça comme ça. Et Strasbourg, donc ils se déplacent. Et puis Marseille-Toulouse. Marseille va bien se réveiller à un moment donné, les amis. Ils sont sur 3 défaites consécutives, les Marseillais. Mais moi, je peux te faire toutes les lectures possibles en regardant ce tableau. Je regarde, je me dis par exemple Reims,
Reims, mais au contraire, ils sont sur une dynamique folle. Ils en ont planté 3 contre l'OM, ils se sont qualifiés pour la finale de Coupe de France et ils rejouent encore à la maison. Occasion de faire une belle Je dynamique. maintiens en plus, 15e. Hein, Donc l'occasion de faire une dynamique. Toulouse, qui viennent de perdre à Brest assez sèchement, ils vont pas non plus aller à Marseille en roue libre. Donc et Lyon-Lille, confrontation directe. Donc comme quoi le calendrier et puis Brest-Monaco, Brest avec Eric Roy, ami de Nice. Exactement. Et Brest qui vient de Et gagner la contre semaine Toulouse. prochaine, il y a Monaco-Marseille. Ouais. Oui. Ouais. Et puis les confrontations On verra directes. après le calendrier. Mets-toi à la place d'Éric Roy, c'est pareil. Battre Monaco, c'est reprendre 3 points sur Monaco. Nice-Brest, battre Nice, ça serait reprendre 3 points sur Nice. Et donc pourquoi pas recoller aussi à cette 7e place qui pourrait être européenne. Brest et Lens, ils vont vouloir y Voilà, aller donc aussi. Hein. le calendrier pour moi, même quand tu joues confrontation directe ou tu joues des équipes qui jouent le maintien, c'est compliqué. On l'a vu, Marseille en a pris 3 à Reims. Pas de pardon. Par contre, ce qu'on a vu aussi, c'est que Marseille en prend 3 à Reims et Lyon en prend 4 à Strasbourg. Pourquoi ? On l'avait déjà dit, eux derrière, c'est catastrophe. Nous, c'est pas le cas. J'avais dit défensivement, Marseille, c'est catastrophe. Et ils ont perdu Balerdi. Balerdi qui est blessé jusqu'à sûrement la fin de saison. Au Vélodrome, 3 défaites d'affilée. S'ils perdent 1-0 dimanche soir en prime time sur DAZN. Avec un De Zerbi qui en ce moment est en train de... Tu perds 1-0 à la mi-temps, le Vélodrome, il peut se retourner. Mais ça fera qu'une équipe, donc il en faut plus. Mais en tout cas, voilà, si Nice fait son championnat, fait sa saison et gagne vendredi soir contre Nantes, voilà, tu remets à l'instant T, ils seront redevenus 3e et remettront la pression sur les autres. En fait, il n'y a aucune équipe qui est régulière à part le PSG. Il y a des séries, Monaco n'était pas bien, maintenant ils font une belle série. Donc ce qui montre aussi de l'intérêt à ce championnat, c'est que la course à l'Europe, elle va se jouer. Ça fait longtemps qu'on n'a pas une fin de saison comme ça. Hein. Ah ouais, franchement, 6-7 équipes qui peuvent jouer l'Europe, non, franchement, la fin de saison, elle est excitante. Hein. Alors pour vous, c'est quoi d'ailleurs ça ? C'est un aveu de faiblesse de notre championnat ou au contraire, ça veut dire qu'il y a de l'émulation dans cette Ligue 1 ? Pour moi, clairement, c'est la démonstration que c'est un championnat à 2 vitesses. Tu as 8 équipes qui jouent l'Europe. Non, 7, parce qu'il y en a une qui joue le titre de très loin. Voilà. Les 7 autres qui jouent l'Europe, et puis le reste qui joue pour le maintien. Voilà, il y a vraiment un écart de niveau entre le haut de tableau et le bas de tableau. On l'a vu avec les équipes qui jouent le maintien. Saint-Etienne qui prend beaucoup trop de buts pour une équipe de Ligue 1. Donc on voit qu'il y a vraiment un niveau hétérogène dans cette Ligue 1. Mais quand même, le haut de tableau, c'est quand même de qualité. Quand on voit les parcours de Monaco, Lille en Ligue des Champions, même Brest, leur parcours montre qu'on ne fait pas tâche en Europe. Donc dire que le championnat de Ligue 1 est faible, pour moi c'est réducteur. Mais quand tu n'as même pas 2 points par match, quand tu es deuxième, ça montre aussi qu'il n'y a pas une locomotive, quoi. Oui, parce qu'on a dit tout à l'heure que Monaco avait empêché le Paris Saint-Germain d'être champion de France. Ils le seront peut-être dès ce week-end. Heureusement, ils les ont empêchés d'être champions en mars. Oui. Non, mais bon, c'est un peu la honte, quoi, quand même, quand tu regardes les 5 grands championnats européens, où il y a un petit peu plus de suspense, quand même, ailleurs. Il y a eu des années où le Bayern finissait avec 25 points d'avance. Alors après, on met les Leverkusen l'année dernière aussi. Voilà. Ouais. Mais on met peut-être le championnat allemand de côté, parce que c'est vrai que c'est un championnat assez spécial et très offensif, où ça défend pas. Il n'y a pas de tactique. Pas de tactique, les choses comme ça. Mais quand tu regardes l'Italie, quand tu regardes l'Espagne, quand tu regardes l'Angleterre, force est de constater que tes clubs français, même si le Paris Saint-Germain peut gagner avec des champions cette année, ils peuvent gagner. Moi, j'y crois fortement. Les Parisiens. Tu te dis, voilà, ça veut rien dire d'avoir 6 équipes qui peuvent jouer le podium à cette journée de la fin, quoi. Non, mais c'est attractif pour la Ligue 1 dans ces temps sombres, troubles pour les droits TV. Ça montre qu'il y a quand même de l'excitation sur la fin de saison, même si voilà, à Paris, championnat tout seul, et ils vont sûrement finir la saison invaincus, et voilà, donc il n'y a pas photo, mais quand je vois la fin de saison pour l'Europe, c'est vraiment excitant quand tu vois. Il y a quoi, 5 points d'écart entre le 2 et 7 2 et 7, ouais. Franchement, c'est top pour la fin de saison et pour le championnat. Hein. On va donner des bons matchs. Le calendrier de toutes ces équipes, là, entre la 2e et la 7e place, qu'ils vont affronter d'ici la fin de cette saison, pour vous faire une petite idée. Alors, en jaune, c'est les matchs à domicile, évidemment, donc avec Monaco qui va recevoir Marseille et Strasbourg, donc 2 équipes qui sont dans la lutte avant un déplacement à l'avant-dernière journée à Lyon. Le Havre, Saint-Etienne et Lens, ça sera pas évident non plus, dernier match. Ouais, 3 équipes, les 3 jouent l'Europe.
à Lens. domicile. Marseille donc va se déplacer à Monaco, va recevoir Montpellier qui joue plus rien, et Brest également. Déplacement à Lille, au Havre qui jouera son maintien certainement encore à ce moment-là après la réception de Rennes. Lille qui a un calendrier peut-être un peu plus favorable, hein, les Lillois, avec simplement la réception peut-être de l'Olympique de Marseille parmi les gros. Sinon, c'est vrai que c'est plus facile peut-être pour Lille, qui lâchera peut-être quand même malgré tout des points en route. Lyon, là aussi, a un calendrier plutôt avantageux avec juste ce déplacement du côté de Monaco parmi les équipes du top 7. Et puis Strasbourg, gros calendrier quand même pour Strasbourg avec Nice, Monaco, le Paris Saint-Germain et le Havre aussi qui jouera le maintien. Et Nice, voilà, Nice, déplacement à Strasbourg, Angers, Paris, Reims, Rennes et Brest. C'est pas un calendrier facile, on l'a dit. Au final, François, ça va se jouer à quoi ces 7 derniers matchs de championnat? Celui qui aura le plus envie, la chance, celui qui va avoir le plus de pression et qui ne saura pas la gérer? Comment tu le sens, toi? Bon, c'est un mix de tout ça. Hein. Si quelqu'un avait la recette magique, je pense qu'il l'appliquerait. Tous les coachs essayent de faire au mieux, et c'est exactement un mix de tout ce que tu viens de dire, Mika. La chance, le talent, le mental, la réussite et la forme du moment des garçons maintenant, quoi. Ouais, et puis avoir l'arbitrage, on l'espère quand même, parce qu'il faudrait pas qu'il y ait des polémiques d'arbitre. Faut pas oublier que t'es en Ligue 1, Mika. Donc l'arbitrage, on le connaît. Hein, ça dépend. Il y en a un ou deux vraiment d'arbitres qui sont pour moi irréprochables. Ça fait 2-3 journées où c'est plutôt calme. Non, mais Brizard, je suis désolé. Moi, l'expulsion de Dante, pour moi, et je suis un des rares à le penser, mais c'est un manque de pédagogie parce que non seulement t'enlèves un joueur, mais en plus tu le suspends pour la semaine d'après, alors qu'il fait pas vraiment une faute volontaire. Le fait de pas changer de décision sur le penalty aussi de Dante. Bon, bref. Juste pour les arguments que tu disais, le talent, l'OGC Nice là, sinon tu serais pas là. À cette match de la fin. Donc pour moi, vraiment l'argument déterminant, c'est l'audace et l'envie d'aller au bout. Et la chance sourira aux audacieux, à ceux qui jouent le tout pour le tout, à l'image de Brest l'année dernière, où tout le monde était là, disant Brest ça va pas tenir, et jusqu'au bout ils ont joué crânement leur chance et ils ont été au bout. Et pourquoi l'OGC ne serait pas capable de le faire? Le problème, c'est que faut que les joueurs y croient, et surtout, bougez-vous un peu les Niçois. Ah, franchement. On va en parler tout à l'heure. Pour l'accès au stade. On va juste finir comme ça sur ce thème-là avec Romain. Francaise, il sait faire les sprints finales. Finaux. Oui. Il l'a fait avec Lens aussi. Et il est allé chercher cette deuxième place derrière le Paris Saint-Germain. Donc voilà, il y a l'expérience du coach qui peut jouer aussi dans ces moments-là. Ouais, faut espérer. En tout cas, comme l'a dit François, c'est tout un tas de raisons et celle-ci en fait partie. Le fait d'y être déjà parvenu, ça amène de la confiance à un groupe, à lui-même déjà. Premier abord, et oui, je pense que ça peut compter dans ce sprint final. Ouais. Bon, cette équipe de Nantes, on va en parler un tout petit peu, Alexis, il y a un joueur vraiment dans cette équipe qui est plutôt bon, c'est Moses Simon, évidemment, qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu. C'est une équipe compliquée quand même à manœuvrer, Nantes, mais avec un gros argument offensif quand même, c'est Moses Simon. Oui, après... Pour moi, c'est pas une équipe pas à notre portée. Hein. Il y a vraiment de quoi les mettre en difficulté. Donc voilà, surtout offensivement, la défense nantaise, c'est pas l'assurance tout risque. Donc voilà, avec même s'ils ont récupéré Anto Lopez dans la cage, je pense qu'il y a moyen de leur marquer quelques buts. Et oui, Moses Simon, c'est un bon joueur, oui, en 1 contre 1, mais j'ai bon espoir que Ndiaye Chimier, sur les premiers duels, il lui montre qu'on est à Nice et que ce soir il fera pas la loi. Il ne va pas faire la loi, peut-être Moses Simon. On va écouter ce qu'en pense Francaise de cette équipe du Football Club de Nantes. Cette équipe de Nantes, elle est aussi capable du très bon, avec des attaquants qui sont capables de faire mal, et très mal même. Et si on prend sur les 5 derniers matchs, quand on est capable de battre Lille ou de battre Lens 3-1, c'est qu'on est capable du très bon. Alors bien sûr, à côté de ça, ils sont aussi réguliers. C'est pour ça qu'ils sont là. Mais il y a une équipe, il y a un effectif qui est quand même très solide.
Et voilà, je répète, on ne bat pas Lille et Lens si on n'a pas de la qualité. Il a raison, Francaise. On ne bat pas Lille et Lens si on n'a pas un peu de qualité. Et sur les 5 derniers matchs, cette équipe de Nantes a quand même réussi à battre Lille et Lens. Ouais, après il faut voir aussi dans quelle dynamique était Lille et Lens à ce moment-là. Lens, c'était un moment où ils ont enchaîné pas mal de défaites, où le style était un peu perdu, un peu tensé. À Lille aussi, ils ont eu un coup de mou après leur beau parcours européen. Mais clairement, Nantes, c'est une équipe à notre portée. J'ai confiance quand je vois Nice gagner des matchs cette année qu'on gagnait jamais. C'était les matchs contre Le Havre, c'était les matchs contre Montpellier, c'était les matchs à Saint-Étienne. C'était des matchs qu'on gagnait jamais avant, donc là on l'avait fait. Et t'as des matchs aussi que t'aurais dû gagner, contre Auxerre par exemple, où tu te fais rejoindre à la fin. Ouais, t'aurais dû le gagner, mais après Auxerre, c'est quand même aussi une équipe qui, contre le top 5, ils ont toujours pris des points. Donc c'est pas non plus des nuls comme on a vu avant contre vraiment des fantômes. Tu vois, donc je suis mesuré, et puis il y a surtout un argument. Alexis parle de Anthony Lopez, mais moi je suis ravi de ne pas avoir Lafond dans les buts. Il fait toujours un match énorme contre l'OGC Nice. Mais toujours, tous les ans, il nous fait 8 parades, le type. Tous les ans, il a 9 contre l'OGC Nice. C'est bon, allez, merci. Lopez, et là, on en mettra 3. Ouais, gardien un peu plus spectaculaire, on va dire ça. Et un peu plus petit aussi. Anthony faut mettre des lobes. On parlait de Moses Simon, il y a aussi Mostafa Mohamed dans cette équipe de Nantes, avec un duel peut-être à venir entre les deux Égyptiens, Mostafa Mohamed et Abdelmonem. Du coup, il va pouvoir faire peut-être un peu conversation, Mohamed. Après le match, avant le match, peut-être. Hein, mais... Non, mais moi, c'est un duel. C'est marrant qu'il retrouve un Égyptien en face. Mais en plus, moi, quelque part, je suis content de le revoir, Abdelmonem, parce que j'ai toujours trouvé que c'était un bon défenseur. Et là, c'est l'occasion. C'est pas une grosse adversité. C'est un match important à la maison. Il y a Youssouf à côté, le policier, qui va avoir le brassard au bras en plus. J'ai confiance et c'est un bon match pour qu'on retrouve un bon Abdelmonem. Avec un entraîneur, François-Antoine Kwambaré, dans cette équipe de Nantes qu'on connaît bien. On sait qu'il peut aussi insuffler un état d'esprit, même si bon, c'est une saison compliquée quand même pour les Nantais, mais toujours se méfier d'un entraîneur comme Antoine Kwambaré. C'est un entraîneur un peu spécialiste des opérations maintien, je crois, hein, Antoine Kwambaré, un entraîneur de caractère qui n'a pas la langue de bois ni avec les médias ni avec son vestiaire. Donc ouais, respect quoi. On va écouter. On va d'abord parler justement de l'affluence de l'Alliance Riviera ce vendredi soir, qui promet d'être assez mauvaise, hein, disons-le comme ça. On prévoit combien de spectateurs, Will, aujourd'hui? 22 000. On dit 22, mais en comptant tous les abonnés, et on sait très bien qu'il y a à peu près 30% de no-show depuis un petit moment chez les abonnés aussi. C'est désespérant, c'est incroyable, c'est compliqué. Alexis, comment tu vois ça, toi? C'est compliqué. En plus, le club, ils font quand même pas mal de com autour. Ils essayent quand même de faire ce qu'il faut. T'es 4e, tu joues Nantes vendredi soir, c'est les vacances scolaires. Il y a le concert de Lenny Kravitz en même temps. C'est pour ça, tu crois? Après, pour se garer là-haut aussi, c'est compliqué, mais il y a le parking des mines. Il y a des choses, mais faut après... que les gens ils viennent au stade. Le Niçois, on le sait, il veut garer la voiture devant le stade. Sinon, la surface. Mais... voire sur le bord de la pelouse. Donc, faut arrêter mais le Niçois, Liga, c'est pas vrai. Non, mais si, mais faut arrêter ça. C'est le stade le plus compliqué d'accès de Mais Ligue 1. plus du tout, plus du tout. T'as le tramway maintenant qui y va directement, qui part de la ville. T'as le parking des mines où t'as les navettes qui font les allers-retours. Moi, je veux bien. Disons que si tu veux faire l'effort, tu peux. Quand il y a eu les demi-finales top 14 ici, le stade il était plein et les gens sont garés. Là, il reste 4 matchs, tu joues la Coupe d'Europe, tu joues presque la 2e place du classement de Ligue 1, mais faut que les gens ils viennent au stade. Même si c'est compliqué, même si c'est dur, ils passeront une demi-heure dans la voiture ou dans la navette et ils viennent au stade. Faut faire l'effort parce qu'en plus, faut faire l'effort. Ce qui est frustrant, en fait, vraiment, c'est que tu le vois, on est niçois, on le sait ce que c'est. Et tu vas dans la rue, tu discutes avec les gens, tout le monde te parle du gym. Et le gym, et ci et ça. Mais montez au stade! Arrêtez de parler du gym sans monter au stade. Cette télé, personne là, en plus, cette chaîne. Alors allez-y, montez, et après, on fera les points. On montait au stade à l'époque du
modéré. Maintenant, on monte pas, c'est la plaine. Ouais. Ouais, c'est vrai, en plus. Tu montes légèrement quand même. Après, Ouais, c'est un faux plat montant, parce que Romain, il connaît ça. Après, par rapport à l'accessibilité, moi là où je rejoins François, c'est qu'on a la chance de se déplacer tous les ans, d'aller voir des matchs à l'extérieur. J'ai la voiture de loc très souvent et j'ai jamais trouvé un stade aussi compliqué à atteindre que l'Alliance. Ouais, Dessines, c'est pas facile Non. à Lyon. Non, franchement, Dessines Charpieu, tu sors et il y a 800 parkings. Le Matmut Atlantique à Bordeaux, je me souviens aussi des petites galères. Ouais, mais à Lille, par exemple, un stade. À Lille, Lille, c'est un stade aussi moderne que celui de l'OGC Nice et il y a des sorties pour accéder aux parkings spécifiques, des sorties d'autoroute pour chaque parking. Oui, parce que nous, on a fait tout à l'envers. C'est-à-dire Mais qu'on a d'abord à construit la le stade et après on a construit À la les Niçoise, choses on a autour, fait une quoi. bonne Donc, salade, là. On a fait un stade et le parking. Ouais. Ouais. Mais Il après, y a le un club. fleuve et une montagne. Et puis, la il mer. faut dire une chose, il est un peu surdimensionné ce stade, parce que 36 000 places. Oui, mais on le sait pourquoi. Voilà. Ils ont profité de la Oui, subvention pour de l'euro, l'État, pour l'euro, pour pour ci, tout pour ça, ça. pour les Mais après, c'est un concerts. bel Oui, mais aussi. du coup, bah, ça fait vite. Quand t'as 22 000 sur 36 000, Mais il y a t'as des sièges 350 000 vides, quoi. habitants. Mais si À t'as 30 000, ça suffisait. Mais si on a vraiment 25 000, vraiment 25 000, le troisième anneau vide, Tu le on s'en fermes. tape, on s'en fout, ça Oui. se voit pas. Et donc 25 000, vraiment 25 000, là, Mais ça même va là, il vraiment... y a des gens au troisième anneau. Le premier anneau, il est vide. Ben Il y a oui, des c'est gens pour dans ça, les tu fermes le dans troisième le et... dernier anneau, alors que le premier anneau, il est pas plein. Il faut remplir le premier, le deuxième anneau. Et voilà. Ça, c'est vrai. Et ça, Oui, c'est mais un t'as une ressenti de politique joueur, tarifaire notamment. différente en Sentir troisième le anneau et en public. premier anneau aussi, tu vois. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui peuvent pas se... Non, mais il faut que les gens ils aillent au stade. Et des places, il y a des places pas très chères pour aller voir Nice. Et tiens, puisque Alors, bon, la billetterie, c'est peut-être pas la rentrée la plus importante du club cette saison. Tiens, pour les 4 derniers matchs, là, est-ce que tu ferais pas une petite oui. opération porte ouverte? Allez hop, tout le monde. Mais j'en ai parlé avec le club de ce genre d'opération. Le problème, c'est que même si par exemple tu fais un billet acheté, un billet offert, les gens vont le faire, mais le billet offert, ils vont même pas venir, ils vont pas l'utiliser. Donc quand ça commence à être un peu gratuit ou quoi, les gens prennent les billets mais ne viennent pas. En fait, mais c'est comme l'histoire des abonnés. Ils sont abonnés, les gens. Il y a 14 000 abonnés fixes. Il y en a 30% de ces 14 000 qui ne viennent pas. Ouais, qui viennent voir Monaco, Marseille, Record, Paris. record Ligue 1. Ouais. Voilà. Record de Mais Ligue 1. c'est quand même fou, ça. C'est ça. C'est que, alors, pour avoir plusieurs fois déjà insisté là-dessus, des fois je vois des commentaires. Ouais, mais tu tapes sur le Niçois, mais le Niçois. Non, moi je le suis. Je suis Niçois, donc je me tape sur moi-même, si vous voulez. Il y a pas de problème. C'est pas une question de. Pas trop fort. Non, mais. Faut être conscient à un moment donné que c'est une chance, vraiment, à Nice. Faut estimer avoir une chance d'avoir une fin de saison aussi excitante, la possibilité d'aller en Ligue des Champions. On n'y va jamais, certes, mais si on donne pas tout, nous, Niçois, pour y aller, ça sert à rien après de dire ils sont pas capables d'y aller. Mais nous, on est capable de les pousser à y aller? Non. Alors, mettons tous les arguments de notre côté, les ingrédients de notre côté, et on verra. Et pour t'appuyer, le message de Francaise, justement, à propos de l'affluence au stade et de ce match face à Nantes. En tout cas, pour nous, côté vestiaire, complètement. C'est de vraiment, le message, il est clair pour mon vestiaire, de dire, allez, on envoie, et puis il pourra y avoir que des bonnes nouvelles. Puis si c'est pas des bonnes nouvelles, c'est la vie, puis il faudra recommencer l'année d'après. Et puis pour nos supporters, en tout cas ceux qui aiment le club, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le club, qui le suivent, mais peut-être pas assez qui viennent au stade. Donc c'est ensemble et maintenant. Je dis pas de bêtises sur le slogan. Ensemble et maintenant, c'est la vérité. Ensemble et maintenant. En plus, il y a 4 matchs à domicile. Il fait beau, il fait bon. Venez, encouragez-nous, et puis ça nous aidera aussi, parce que c'est la vérité. Ça aide les joueurs quand ils sentent qu'il y a un stade, parce que la Sud, il n'y a pas de problème, je sais qu'ils vont envoyer, voilà. Mais c'est bien quand ça résonne un peu plus, quoi. Ah, faut que ça résonne vendredi soir du côté des travailleurs de l'Alliance Riviera. Et puis, comme tu le disais hors antenne, Alexis, si tu as envie de voir le Barça ou le Real Madrid l'année prochaine et donc de venir au stade, c'est maintenant qu'il faut pousser ton parce équipe. que Real Madrid, quand il y aura le Real Madrid, je peux vous dire que pour avoir des places pour l'Alliance, il va falloir se battre. Donc, pour aller voir le Real Madrid, il faudra venir voir Reims, Brest et Nantes et voilà. Et Angers. Voilà, c'est ces gens-là, j'espère qu'ils seront prioritaires sur les billetteries. Si par chance et par bonheur, on peut jouer la Champions League l'année prochaine à l'Alliance. Et voilà, parce qu'à un moment donné, il faut récompenser aussi ceux qui viennent et qui se donnent du mal à venir. Voir des matchs contre Nantes, contre Brest, contre Reims. J'espère que ces gens seront récompensés pour les gros matchs si l'année prochaine il y a la Ligue des Champions. Le problème, c'est sur ces 4 derniers matchs, tu les as cités, il n'y a pas d'affiche.
Et c'est Mais on fait- l'affiche, c'est l'objectif. Exactement. Ouais, l'affiche, je suis c'est d'accord avec exactement toi. ce que j'allais Mais dire. dans la mobilisation, par exemple, tu peux pas vendre un pack 4 matchs Et sans pourquoi une grosse pas tête d'affiche. Eh tu ben, vois. tu t'en fous. Le pack pour l'Europe. Le Tu mets pack le Rêve pack- C1. Le pack Rêve Ligue des Le Champions. pack ensemble maintenant. Ouais, mais avec priorité de place pour l'année prochaine. pour la Ligue des prochaine Champions. compétition Voilà. européenne. Mais cette équipe, franchement, en plus, elle le mérite vraiment. Et ce coach aussi. Ça fait 4-5 ans là qu'on change de coach tous les ans. Ça Non, a puis pas c'est été- agréable. ça a Francaise, pas été une année il est là, facile. il est en conférence de presse, il parle vrai, il dit pas, il tourne pas autour du pot. Il reste. Il a un système de jeu qui est assez excitant pour les gens au stade. On marque des buts, on met des tarifs comme Saint-Etienne. Voilà. Allez, tous ensemble, allez, faut y aller, quoi. Parce que sinon, on va avoir des regrets. On va finir 7ème et l'année prochaine, voilà, le jeudi soir, tu vas jouer contre Helsinki ou Tu iras le encore. finaliste de la Coupe de Moldavie. Enfin, j'en sais rien, mais tu vas jouer des matchs en bois devant 4000 personnes. Eh oui, parce que ça aussi, c'est important dans un parcours d'un club européen. oui. Et puis, comme on l'a dit, les droits télé, il n'y en a plus tant que ça. Donc, si Et tu en joues- Europe, en Champions League, ils sont énormes. voilà, les si droits tu télé joues en Champions League, ils sont Une énormes. compétition européenne comme la Champions League, là, ça te rapporte des sous. Mais si franchement le Zenit va en Ligue des Champions, mais vraiment, on peut avoir des belles surprises à l'avenir. Vraiment. C'est-à-dire. Donc, tout se joue maintenant. L'argent que te rapportera la Ligue des Champions, ça permettra au club vraiment de travailler sereinement. Et t'auras pas Sur le Manchester en recrutement. plus. Sur Manchester le United, recrutement. ils seront pas en Ligue des Champions. Voilà. Sauf s'ils gagnent l'Europa League. Ouais. Ah, Eh oui, il y a Ouais. toujours cette... Ah, vu l'équipe ouais. qu'ils ont, vu comme ils jouent en ce eh, moment. attention à je Lyon. crois pas. Lyon, ils peuvent la gagner. Lyon, comme ils jouent en peuvent ce moment, battre, attention, Manchester, mais- c'est ça. Donc, Mais non, oui, et puis même, putain, Vraiment. la Champions League à Nice, mais c'est un truc de fou. eh oui, on en C'est rêve un tous. Oui, mais regarde, ça fait 3 matchs là que tu as l'opportunité de Ça fait t'installer sur le 120 ans. podium. Mais t'es toujours- aussi. Ça fait 120 ans. Mais Ouais, t'es mais toujours là. d'accord. Mais t'es toujours là. Contre Lyon, tu peux être deuxième. Contre Ouais, Auxerre, tu peux être ouais, mais oui. deuxième. Oui, Contre ça, c'est logique, Monaco, ça. tu peux être deuxième. Ouais. À chaque fois, tu C'est la trébuches. DNG. C'est la DNG. Mais peut-être qu'à la fin, on va pas trébucher. On sait jamais. Eh oui. Franchement, faut y croire surtout. Il faut pas avoir de regrets. Alors, allez. Tu peux finir 3-4, putain, ça serait incroyable. Voilà. C'est incroyable. Mettez un peu de Nuxomica, je monte au stade. Je monte au stade. Allez. Allez, là, tu vas monter, me rejoindre pour parler de la compo probable, Will. Alors, est-ce que tu nous as concocté quelques petites surprises dans ta compo de départ? On n'avait pas vu le coup de l'absence de Boudaoui la semaine dernière. Dans le journal, oui. Dans le journal, oui, mais on est à J-2, c'est vrai. Dans le journal, c'est toujours là qu'on a le plus d'infos. Même aujourd'hui, même là, à 24 heures du match. Mais c'est peut-être après que on aura Ouais, plus dans d'infos. quelques heures. Dans quelques heures. Bon. Donc, on va partir donc sur du Marcin Boulka, c'est évident, et Abdelmonem qui pallierait la suspension de Dante avec donc Bombito, Youssouf, Abdelmonem. Même si Francaise a réfléchi quand même à une défense à 4 Ouais. cette semaine. Hein. Ouais, il a réfléchi à cette défense à 4, c'est aussi une possibilité, mais je pense qu'il va la privilégier en cours de jeu si besoin. Et que dans cette défense, parce que t'as pas non plus de grands gages défensifs en ce moment. Hein. Tu prends pas mal de buts. Surtout sans Dante. Voilà, tu prends pas mal de buts. Donc je le vois pas démarrer à 4 dans une période où tu avais absolument besoin de gagner. Les pistons et les milieux. Et pistons les milieux, du classique, Los Abdi, vu que Barre va purger son deuxième match de suspension. Boudaoui, cette fois, il n'y aura pas de question. Hein, et la semaine lui a permis de bien se régénérer et de retrouver cette association avec Santa Maria, qui est la deuxième meilleure, selon moi, puisque la meilleure, c'était avec Tanguy. Mais Tanguy, on ne peut plus compter dessus, je pense. Si on le revoit d'ici la fin de saison, ce sera un bonheur. Et à noter que Sanson, qui n'est pas rentré face à Monaco, Non, ouais. était peut-être encore un peu juste pour débuter lui aussi. Ouais, il a dit le coach, Mofi, Sanson, ça sera encore un peu trop juste pour les faire démarrer, ce qui est logique. Mais par contre, on peut voir Morgan rentrer en cours de jeu plutôt qu'un Pablo Rosario, par exemple, cette fois. Et en attaque. Et en attaque, on est resté sur ce qu'il avait fait à Monaco, même si chaud, Boga, ça peut... Ouais, ça s'est interverti ouais, pas mal. ça hein. peut s'intervertir. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas reposé la question au coach sur Dans cette le début de match, sur c'était plutôt cette Boga, animation. Monaco. dans Ouais, la- plutôt Boga, mais après sur le but, par exemple, Boga, il vient plus de son aile et il repique. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il se fait oublier
de Denis Zakaria notamment, qui avait pourtant été très bon sur ce match-là, mais là il a oublié. Donc c'est un peu ce qui est bien dans ces inversions de poste, tout ça, c'est que tu peux à un moment donné déstabiliser ton défenseur. Et s'il y a un peu du marquage strict, il peut pas faire gaffe que les deux gars ont interverti et en oublier un. Et voilà. Après là où on attend beaucoup, c'est Evan aussi. Evan qui à Monaco a loupé son derby. Bon ben là c'est un match pour lui. Nantes, un club qu'il connaît bien et une période surtout où l'OGC Nice a besoin de lui. Donc voilà, la compo devrait être pas loin de tout ça. On parlait d'Evan, Alexis, Evan Guessant. C'est typiquement le match après avoir fait un mauvais match dans le derby. C'est là qu'il doit montrer que c'est un attaquant qui peut viser des clubs beaucoup plus huppés que l'OGC Nice. Déjà, il a les qualités. Après, cette fin de saison, elle va être déterminante pour lui. Si sur les 7 derniers matchs, il met 4-5 buts ou il en met 0, eh ben ça changera sa cote sur le marché cet été. Et les clubs qui s'intéresseront à lui aussi. Oui, mars, avril, mai, c'est les mois les plus importants. Donc moi, je lui souhaite de marquer 5-6 buts sur les 7 derniers matchs. Ça serait énorme. Sa cote, elle sera énorme. Son salaire l'année prochaine, il sera énorme. Il a tout à gagner à faire ce mois et demi de très haut niveau. Et je lui souhaite pour lui et pour l'OGC Nice et tout le monde sera gagnant parce que c'est un bon jeune et c'est un bon joueur. Donc je lui souhaite pour lui et pour nous de marquer le plus de buts possible. L'histoire serait magnifique pour un joueur formé au club. Quitter son club formateur en l'emmenant en Ligue des Champions. Et je pense qu'il y a difficilement mieux à part un titre. Et puis oui, complètement. Il y a des clubs aujourd'hui, de bons clubs, anglais, allemands, espagnols, qui regardent Evan, qui sont prêts à... Aston Villa avait bien dégainé cet hiver. S'il fait la diff dans un sprint final, il y a de la pression, il y a plus d'enjeux, il montrera vraiment à ces clubs-là qu'il est capable de passer le cap dans des plus grands championnats. Donc il a tout à gagner à réussir cette fin de saison. Voilà, donc pour ce match face à Nantes, on va se replonger dans un Nice-Nantes dans le Souviens-toi de François. Octobre 2016, mon cher François, première saison de Lucien Favre sous les couleurs de l'OGC Nice. Une saison où l'OGC Nice jouait les premiers rôles en Ligue 1. A fini 3e. Et oui. Et donc une grande saison, ça nous fait presque 10 ans, hein, ce 30 octobre 2016, où je mets un petit bémol parce que j'allais m'enflammer sur cette journée exceptionnelle, 4-1 contre Nantes, etc. Je vois l'affluence seulement 24 418 spectateurs. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, 24 000. C'est déjà pas mal, 24 000. C'est plus que ce qu'il y aura demain. Et ouais. Bon, il y avait Balotelli. Il y avait Balotelli, il y avait Alexis dans le groupe. Et c'est une équipe qui nous avait fait titrer ce jour-là sur Nice Matin comme dans un rêve. Victoire 4-1 sur Nantes. Première place du classement après 11 journées. Première place avec 6 points d'avance sur Monaco. Donc l'OGC Nice plané. C'était l'OGC Nice, on l'a dit, l'arrivée de Mario Balotelli, c'était, je pense, un des plus gros coups de... Mais même l'équipe, c'est la meilleure équipe. La meilleure équipe, c'est 20 dernières années. Ouais, même... Pour regarder l'histoire moderne. Ouais, parce que les joueurs qu'il y avait, Belanda, Balotelli, Dante, avec 10 ans de moins, Ricardo Pereira, d'Albert à gauche, Seri au milieu, quand tu vois que tu as Esseric sur le banc... Bossetti sur le banc. Non, franchement, c'est pour ça que cette année-là, j'avais eu du mal à jouer parce que il y avait des clients et pas souvent blessés. Avant que tu en reprennes, juste un petit point, j'avais regardé les 7 dernières journées de ces équipes-là. Ils avaient 20 points de plus que l'OGC Nice d'aujourd'hui. À même niveau, cette équipe-là. Oui, 60 et quelques points. Non, mais cette équipe, elle était énorme. Franchement, c'était une... Ouais, t'as été le 3e avec le plus gros total de l'histoire de la photo. Et puis avec au quotidien, l'entraînement et tout, le niveau, il était fou. Je crois que le témoignage de
d'Alexis. Et voilà. Et Mais toi, tu veux pas bosser, quoi. Tu veux laisser Alexis bosser, quoi. J'ai bien compris. Alors, raconte-nous ce Nice-Nantes, voilà, débuteur, déjà. 4 avec un doublé de William Cyprien. Ouais, c'est vrai. Un but de Balotelli et un but d'Alassane Plea. Donc, Alassane aussi. Alassane, L'équipe, devant, t'avais Plea, Balotelli, Belanda. Tout à l'heure, hors antenne, Alexis, tu me disais que c'était quand même Pour moi, c'était le meilleur de cette équipe. Au-delà de Mario et de son efficacité, il y a Younes dans le jeu, dans le liant, c'était un des meilleurs. Aussi. Dans le mental, c'était un des meilleurs de l'équipe. Donc voilà, c'était une magnifique journée d'octobre, un 4-1 sur Nantes. Et tu prenais la place de leader, enfin tu t'enfonçais. Tu enfonçais, tu étais avec 6 points d'avance et on écrivait ce jour-là, comme quoi le côté éphémère c'est le football. Du football où on encensait à juste titre Lucien Favre en disant que c'était le meilleur entraîneur que l'OGC Nice avait pratiquement jamais eu. Mais ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Il en fait partie. Voilà, et bien que quand il est revenu au club. C'était un autre contexte. Différent, le club aussi était différent. Pas le même groupe, pas le même club. Voilà. Et puis c'est vrai que c'était un peu le rêve avec cette attaque de rêve avec Plea, avec Balotelli. Entraîné encore à Charleroi. Il fallait passer la route pour aller sur le terrain. Avec Georges et Séchien. C'était pas le centre d'entraînement d'aujourd'hui. Et il y avait une atmosphère différente. Il y avait la Ferrari à Mario dans le vestiaire. Et il a garé derrière. Exact. Mario, il était quasiment dans le vestiaire. C'est la meilleure équipe évidemment dans laquelle tu as joué. Ah oui, non mais il n'y a pas photo. Même si en équipe de France, j'ai joué avec des sacrés joueurs, mais en club, là, on fait difficilement mieux. Mais même d'autres joueurs avec qui on était là, je pense que cette équipe, elle a marqué beaucoup de monde. Si tu perds pas Willan et Alassane dans les derniers mois, peut-être que tu fais encore mieux. Oui, il y a une rupture des ligaments croisés. Il y a Willan qui s'est peut-être le croisé. Et Plea aussi. Plea le tendon Plea, je sais plus, mais... Plea, il a eu des soucis au genou, je crois. Les deux ont eu fin de saison en mars-avril, là, juste avant le dernier sprint. Après, Alassane, il part à Gladbach. C'était pas l'éclosion d'Mbappé à Monaco aussi. Ah oui, parce que c'est vrai qu'il fait mal, Mbappé. On l'a dit tout à l'heure, les 3 équipes de tête, elles ont un nombre de points faramineux. Plus de 100 buts marqués. Le champion, il a plus de 70 points. Monaco, Paris Saint-Germain, Nice. Et cette année, on avait reçu, un peu avant le début de saison, le Napoli. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un match amical. Là-bas, non ? C'était là-bas. Je crois que c'était ici. Non, c'était là-bas. C'était là-bas. J'avais joué, je me rappelle. Là-bas. Tu fais quoi ? On avait perdu. On avait perdu en amical, mais c'était les 90 ans du club. Il y avait un monde fou au San Paolo. Ah ouais, c'était extraordinaire. Diego Maradona. Et un petit hommage un gros hommage sur ce match à un garçon qui jouait au FC Nantes, Emiliano Sala. Qui était le buteur, qui avait le buteur de ce match, qui malheureusement n'est plus de ce monde. Voilà. Donc hommage à Emiliano Sala. Effectivement, tu as été complet, mon cher. Puis c'est bien de rappeler une grosse victoire sur Nantes. Bah oui, qu'on n'a plus battu, je crois, depuis cette. Ça peut inciter. Satanée finale. Ouais, elle fait mal. C'est un peu la bête noire, cette équipe de Nantes. On les a plus battus depuis la finale. Non, on a encore fait nul à l'aller alors qu'on doit gagner. Oui, tu l'as gagné 10 fois. Tu dois gagner 10 fois, tu fais nul. T'es énorme. Et puis il y a toujours Lafont. Cette fois, il ne sera pas. Bon, ça sera Anthony Lopez cette fois. Dans les buts, Alexis, merci beaucoup. Un petit mot sur le championnat avec Grasse, ça va être compliqué là. On va finir la saison tranquillement pour jouer le haut du classement, le plus haut possible, même si la montée c'est terminé avec moins 13 points sur le puits. Mais voilà. Ça va monter, a priori. Oui, je pense. C'est la meilleure équipe du championnat. Après, même s'il y a la SCAN, la meilleure équipe c'est le Puy. Donc voilà, une montée, je leur souhaite méritée. Et puis nous, on va finir la saison du mieux possible pour que le club aussi prépare la saison prochaine du mieux possible. Et voilà. Il sera trop modeste pour le dire, mais il arrête toujours pas de claquer. Ah ben heureusement, c'est son boulot. Il joue pas assez. À mon goût, toi, t'arrêtes pas d'écrire. Mais moi j'aimerais le voir rentrer avant la 85e. Il marque quand même quand il rentre à la 85e. Il m'en faut pas beaucoup. Justement, s'il joue plus, il en met 4. T'as un message au coach. Message au coach. Tant qu'on m'emmène les ballons dans la surface, c'est le plus important. Faut lui faire des passes D. Après, il finit. Bon, Alexis, merci beaucoup. Bonne fin de saison. À vous. Avec cette équipe de Grasse, Romain, William, François. Merci à vous. Soit
Garde-toi bien le dos, mon cher François. Merci, À Sophie Doncé, Philippe Bertigny, Chloé Voirgard à la préparation et à la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine donc pour un nouveau numéro de Gym Tonic. D'ici là, passez un bon week-end, une bonne semaine. Je vous embrasse. Bye bye.